les jours. Oui, c'est bon. On est prêt donc avec le docteur Nathalie Bernard pour un bloc axillaire. On te laisse la parole, l'indication. Merci Mathieu. Alors oui, effectivement, c'est une indication toujours en droit ressaut, 4e, donc un petit peu comme tout à l'heure, qu'on va faire donc aussi en bloc. On aurait pu faire en Wallante, on en a parlé. Alors donc là, j'ai positionné ma sonde haute fréquence comme d'habitude. On a l'image un petit peu classique. Alors, on voit ici l'artère, bien sûr, qu'on voit. Je vais décomprimer, qui va nous permettre de voir apparaître, donc il y a les deux veines ici. Au niveau nerveux, on voit bien, je peux montrer, vous voyez l'écran ? Ah oui, voilà, je peux vous montrer avec la... Voilà, le nerf musculo-cutané que l'on voit bien apparaître. Ah, ça grossit. Ouais. Voilà, nerf musculo. On a grossi l'image du coup. Je veux bien un tout petit peu. Voilà, merci. Donc le nerf musculo-cutané qu'on voit bien ici et qui, si on arrive à remonter un petit peu dans le creux, vient se réunir avec le nerf médian. Donc ici, voilà, nerf musculo-cutané et le nerf médian qui est en sa position habituelle aux environs des 9h, 10h au niveau de l'artère. Ensuite, bien sûr, le tendon du grand dorsal qui est un élément important dont on sait, Laurent l'a dit tout à l'heure, que si on est au niveau du creux, qu'on voit bien le tendon du grand dorsal, on aura le nerf radial qui sera positionné juste au-dessus. Et donc, on peut le voir effectivement ici, le nerf radial, et qu'on peut suivre un petit peu. Voilà. Là, je vois pour l'installation, tu as utilisé le neurostimulateur, toi, oui, Nathalie, alors j'ai mis le neurostimulateur par rapport à Olivier, effectivement. Moi, je continue à l'utiliser. Je le mets en sentinelle, je le mets à 0,2 mA systématiquement, je ne m'en occupe plus. Par contre, si j'ai une réponse motrice, là, je vais peut-être me poser des questions, à me dire, tiens, c'est quand même peut-être pas normal, j'ai une réponse motrice. Est-ce que le bout de mon aiguille est bien là où je pense qu'il est? Est-ce que c'est pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas un petit nerf que je n'aurais pas bien vu? Donc oui, je continue à utiliser le neurostimulateur et c'est, je dirais, une sécurité supplémentaire. Et là, est-ce qu'il y a une sédation sur le... Là, il n'y a pas eu de sédation. Pas de sédation. Madame a un petit cathéter bouché posé en avant-bras gauche qui permet de faire quelque chose si on a besoin, mais si on ne fait rien. Rien n'est fait pour l'instant. Non, rien n'est fait. C'est des patients qui sont en ambulatoire, donc qui sont à pied. Vous êtes descendu à pied, madame? Voilà. Et qui remonteront à pied, qui seront déperfusés en salle de réveil et qui remonteront à pied tout de suite. Alors, remonter parce que l'ambulatoire, malheureusement, n'est pas au même niveau que le bloc opératoire chez nous. Et ces patients remonteront à pied après une petite surveillance de 5 minutes en salle de réveil, le temps de vérifier que tout va bien et de les mettre debout. Parfait. Voilà. Donc là, nous avons donc tous nos nerfs. Au niveau du nerf donc radial, nous avons également le nerf unaire qui se situe entre les deux. Hop, je vais remonter là-haut, ici. Voilà, voilà, exactement. Sous les deux veines, entre les deux veines, c'est sa position, on va dire, classique. Donc, j'utilise, moi, contrairement à Olivier Choquet, une aiguille de 50. Je fais quasiment tous mes blocs en aiguille de 50. Ça me suffit. C'est rare que j'ai besoin d'avoir une aiguille de 80 et cette dame est mince, donc ça ne nous posera pas de souci. Je centre mon artère sur le centre de l'image par rapport à la flèche jaune. Et voilà, ponction 1/2 centimètre au-dessus. Voilà, je passe la peau, madame. J'informe bien sûr toujours le patient. On voit l'aiguille arriver. Voilà, je récupère le bout de mon aiguille. Donc je vais commencer par le nerf musculo-cutané, ici. Voilà, je me positionne à son extrémité et je vais injecter un petit millilitre ou deux, l'essentiel étant d'être posé dans le bon espace pour pouvoir disséquer un tout petit peu l'espace. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup. 2 millilitres, 3 millilitres suffisent largement. C'est de la mépivacaïne. Là, je suis un petit peu trop loin, donc je peux me retirer. Et je vérifie ici. Voilà, hop, là, je dissèque un petit peu au niveau du nerf musculo-cutané. 1 à 2, et là, on voit bien qu'il est bien entouré ici. 2-3 millilitres maximum, mépivacaïne 1,5. Ça va, madame? Ensuite, moi, je vais me diriger donc sous l'artère et on va aller vers le nerf radial. Donc, je fais aussi pas mal d'hydrodissection, j'aime beaucoup. Et donc, j'injecte au fur et à mesure. Et vous voyez, je pousse un petit peu l'artère et je vais injecter, voilà, pour libérer et avancer. Donc, j'avance, j'injecte, j'avance, j'injecte. Ça me permet de voir, là j'essaye de bien avoir le bout de mon aiguille et ça me permet d'avancer en toute sécurité dans un endroit où je suis en fait dans l'anesthésique locale. Ici je suis sous la face profonde du nerf radial, donc j'injecte un petit peu ici et je viens donc d'avoir mon nerf radial qui s'est un petit peu soulevé et qui maintenant baigne sur sa face profonde. Je vais me retirer tranquillement et je vais revenir donc sous mon nerf
médian, qui est donc juste au-dessus de mon aiguille, qui, contrairement à tout à l'heure, a plus cette structure en nid d'abeille. Tout à l'heure, il était un petit peu plus noir, voilà, exactement. Il était un petit peu plus noir, il y avait plus de tissu neural que conjonctif. Ici, on est plus en termes nid d'abeille, donc on le voit très bien. Et j'injecte tout doucement autour de mon nerf. Si, un petit peu, sinon... Ah, peut-être que c'est pas bien. Ouais, merci. L'aiguille était un petit peu désadaptée, donc il y avait un petit peu de produit qui coulait. Tout à fait, vous avez bien fait de le dire. Donc là, maintenant, je vais repartir donc en superficialité. J'ai toujours mon nerf médian qui est là, et je vais injecter tranquillement pour le faire apparaître. Je récupère bien le bout de mon aiguille, et j'injecte tout doucement, tranquillement, j'avance. Il faut penser ici que souvent, donc on en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir les nerfs cutanés médiaux de l'avant-bras et le bas du bras. Et donc effectivement, vu que j'ai injecté, avec l'hydrolocalisation, je le fais apparaître et il se situe juste ici au niveau de mon aiguille. Voilà, ce qui me permet de ne pas lui rentrer dedans et de pouvoir progresser tranquillement. Ici, donc je suis à la limite entre mon nerf médian et mon artère. Et vous voyez maintenant que mon nerf médian est entouré et un peu plus, on le voit plus apparaître. Je vais, alors, ce que je peux faire aussi des fois, ce que je fais, c'est que, comme je dis, hop, on va cliquer un petit peu et on va décoller un petit peu par là, ici. Voilà. Donc le nerf médian, maintenant, qui est bien entouré. Je vais continuer donc à me mettre un peu plus en superficialité. Je vais passer, je me rappelle que j'ai une veine ici et que je dois aller dessous, donc je vais passer entre l'artère et la veine. Donc je récupère bien le bout de mon aiguille et je vais venir avancer ici. Hop, et je vais vérifier que j'ai toujours, si je peux, je fais un petit test d'aspiration et je vais venir me positionner, donc cette fois-ci, en mettant ici, juste au-dessus, à proximité du nerf ulnaire. Je aspire parce que j'ai quand même mes vaisseaux qui sont très à proximité, je n'ai rien et je peux venir injecter tranquillement. Je récupère le bout de mon aiguille qui est là et j'injecte tout doucement ici au niveau de mon nerf ulnaire. Hop, je suis un petit peu loin, donc je vais me retirer. On voit que là, je ne suis pas... la position, le bout de mon aiguille n'était pas spécialement sous ma sonde, donc j'étais un petit peu plus loin que ce que je pensais. Donc là, ben, je me retire. Voilà, d'où l'intérêt de toujours vérifier. Ce n'est pas toujours facile. Donc là, je suis toujours... Vous voyez, on voit le nerf ulnaire qui est ici, là, qui commence à être bien entouré. Je vais essayer de me repositionner encore un petit peu mieux. J'ai toujours mes veines que je comprime, mais je sais où elles sont. Voilà, et là, je vais probablement faire un petit peu tourner le nerf ulnaire. Je vais essayer d'avancer doucement. Je suis entre... Voilà, vous voyez, hop, mon nerf ulnaire a tourné. On l'a vu tout à l'heure avec Olivier. On le voit bien, ouais. Voilà, et là, je suis donc sous la face profonde du nerf ulnaire. Hop, je le fais un petit peu tourner. J'injecte toujours doucement. Je n'ai pas de pression d'injection élevée, hein, c'est important toujours d'avoir cette sensation de pression. Voilà, nerf ulnaire, et je peux le finaliser ici. Hop, voilà. Donc ici, j'ai bien entouré mon nerf ulnaire. Donc si on fait un petit tour, donc notre nerf ulnaire est bien entouré. Le radial, qu'on voit bien ici également. Hop. Là, et le radial, pardon, j'étais sur le radial, là. Attendez, je récupère mon aiguille. Là, voilà. Donc le radial, j'étais sur le radial. Et le nerf ulnaire qui est là-haut. Donc, pardon, j'étais sur le radial. Le nerf ulnaire qui est là-haut, que je vais finir d'entourer. Il est là-haut, oui. Ça va, madame? Voilà, je suis passée dessus. J'aspire toujours. Attends, je vais changer de seringue. Je fais plus que d'habitude. Voilà, hop. Donc ici, on a le nerf radial, pardon, dont tout à l'heure, et le nerf ulnaire qui est là-haut. Et ensuite, je vais passer par-dessus pour finaliser le bloc au-dessus. Je vais changer de seringue. Alors, hop. Voilà, c'était donc le nerf radial et le nerf ulnaire qui en fait est positionné dessus. Donc ici, qu'on voit, ici, là. Et pas voilà, tout à l'heure c'était le radial. Voilà. Donc ici j'ai fait 20 millilitres.
je peux poursuivre un tout petit peu en finissant le nerf unaire éventuellement, en étant ici là-haut et en essayant d'aller l'entourer définitivement là-haut. Au final, il y a eu 2 trajets. Il y a eu un trajet Ouais, sous l'artère, voilà, on va reculer, et un trajet au-dessus de l'artère. exactement. Voilà. En fait, comme j'ai mes 2 veines qui sont là, c'était difficile pour moi d'aller le chercher autrement. Donc j'ai pris le nerf radial en face profonde d'abord, ensuite en face superficielle, là, le nerf unaire en face profonde et maintenant en face superficielle. Si j'y arrive à passer, et sinon je repasserai par-dessus. Voilà. Je me fais un petit peu d'espace pour essayer de passer et je le fais tourner encore là aussi. Voilà. Là, voilà. C'est pas toujours avec les vaisseaux, des fois c'est pas toujours facile. Ça va, madame? Voilà. Là, il est bien entouré. On le voit au milieu là qui baigne. Voilà. Donc je vérifie toujours ça et donc notre nerf médian qu'on avait bien aussi tout à l'heure ici. Parfait. Voilà. Merci Nathalie. Nous avons fait 23. 23, c'est ça. Voilà. Ok. Bon, on peut repasser les studios. Cognac G. Alors les studios. Oui, à un moment c'était le Merci, nerf unaire et en fait je vais essayer de Alors, pas faire tomber. on est au studio. Allez, on est au studio. Donc merci beaucoup Nat pour ce bloc d'école, on va dire, axillaire, encore une fois. Alors bon, on a déjà eu un bloc axillaire il y a un petit moment, mais c'est vrai que le bloc axillaire, c'est quand même, encore une fois, ça fait partie du... Alors, je ne sais pas si on dit le Big 3, le Big 4, le Big 5, comme on dit en Afrique, mais enfin, clairement, on va dire qu'il y a classiquement, l'interscalénique, l'axillaire, le fémoral et le sciatique. Alors, le sciatique plutôt maintenant poplité, voilà. Alors on dit qu'il y a un Big Four. Après, on peut y rajouter en fonction de ses habitudes, soit un supraclave, soit un infraclave. Voilà. Mais globalement, le Big Four, tout le monde devrait savoir faire ça de façon tout à fait habituelle. Et ça permet déjà globalement de couvrir 85% à 90% des blocs anesthésiques. Donc clairement, ça explique qu'on ait vu 2 blocs axillaires ce matin, qu'on ait vu un interscalénique, qu'on ait vu un fémoral, qui aurait pu être évidemment avec un S-déducteur, mais le bloc fémoral avait été choisi, on vous a expliqué pourquoi avec Laurent et Philippe. On a vu une Wallante pour essayer de faire un peu moderne, voilà, et parce qu'on le fait aussi. Donc là, clairement, c'est la vision de tous les jours. Vous êtes avec nous dans notre bloc opératoire. Alors, comme montre Laurent, vous êtes à peu près 150 à nous suivre en permanence. Là, alors entre 120 et 150 à nous suivre en permanence. Ça veut dire que ça se branche, ça se débranche, etc. C'est normal. Donc là, même quand on parle, là, on n'en fait pas fuir trop. Alors, on essaye évidemment de meubler. Nous entre les indications et les techniques, évidemment. Et puis, on essaie de vous apporter un peu d'anat et un peu de vision particulière sur les blocs qui ont été faits ou sur les alternatives qui auraient pu être utilisées sur les blocs qui ont été faits. Laurent, tu veux rajouter un mot ? Oui, alors déjà, je voulais féliciter Nathalie parce que c'est un très joli bloc, je trouve très élégant. Et l'idée d'utiliser la dissection, l'hydrodissection pour réaliser le bloc et pas simplement avancer l'aiguille, injecter, je trouve que c'est extrêmement pertinent et oui, très élégant. Et je trouve que c'était un beau bloc. En plus, la patiente était bien écogène. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter là par rapport à ce qu'on a déjà dit, parce que c'est une configuration, mais alors tout à fait classique de chez Classique. Du coup, je vous ai juste préparé une ou deux diapos pour vous expliquer justement, revenir sur... qu'est-ce qu'il me fait là ? On va virer ça. Si on peut repasser sur la palette. Vous voyez, donc là, c'était juste pour vous montrer. Vous avez ici, donc, on va refaire un peu de... Vous voyez ici, c'est le tendon du grand dorsal. Et vous comprenez assez facilement pourquoi le radial, il est forcément là. Parce que là, il n'a pas le choix. Il est obligé d'être là. Et dès que le tendon du grand dorsal est parti, vous voyez qu'il part vers l'arrière. Il s'incline un peu pour aller rejoindre l'humérus et passer de l'autre côté. Et puis nous, pour ceux qui auraient peut-être des problèmes avec l'anatomie, vous avez l'épaule ici. Voilà, vous avez donc ici le nerf radial qui était là, et puis donc le fameux tendon du grand dorsal. Oui, puis donc le bras qui est ici, d'accord ? Voilà, vous avez à peu près reconstitué. Après, vous avez ici, c'est probablement le nerf médian qui doit être ici. Et puis à côté, voilà, où c'est plutôt... Oui, c'est ça. Non, en fait, voilà, ici,
vous avez, c'est ça, vous avez le nerf médian. Bon, après, il faudrait, c'est une image dynamique, c'est un peu compliqué, mais c'était surtout pour vous montrer le... Et donc, pour pouvoir le visualiser, parce que des fois, on n'est pas sûr, on ne sait pas où il est, et il y a un tout petit truc... donc, vous voyez comment est positionné, ça va être la même, puisque c'est le même patient en temps réel. Donc, je vais vous montrer ce que fait le... Et vous voyez, donc on descend, et dès qu'on a quitté le grand dorsal, on incline pour pouvoir, et vous allez voir, donc une fois qu'on a fait ça, on va le voir ici, le grand dorsal va disparaître, on voit apparaître l'humérus, et puis vous allez voir, on va s'incliner, et on va voir un petit train qui descend vers l'humérus, vous voyez ici, vous voyez, et ça, c'est le nerf radial, et là, on le voit toujours très très bien. Et puis du coup, vous voyez, on ne le voyait pas au départ, on ne savait pas trop où il était. Donc là, bon, j'ai fait le suivi, ce n'est pas évidemment utile d'aller jusqu'à... On comprend assez bien d'ailleurs pourquoi une fracture de l'humérus au tiers moyen peut abîmer le nerf radial. Mais une fois qu'on a fait ça, on refait le chemin inverse. On va remonter, bon, on ne va pas passer l'autre côté, hein. On va remonter, et puis du coup, très souvent, on ne le voyait pas au départ, et simplement le fait d'avoir ça, on comprend où il se situe. Donc on est toujours incliné. On va remonter, et puis on va voir réapparaître le tendon du grand dorsal. Quand le tendon du grand dorsal, pour avoir l'anisotropie, apparaît, on redresse la sonde. Et vous voyez, on peut le suivre comme ça. Vous voyez, il apparaît, et on voit où il est placé, ici. Avec une petite artère qu'on a Tout à vue fait, à ses oui. côtés. Alors, pourquoi il a un aspect en train ? Parce qu'en fait, là, si on peut repasser sur l'insert, quand il passe derrière le... Ouais, si on peut nous remettre en image, voilà. Quand il passe après le tendon du grand dorsal, en fait, il va faire ça et ça. Et nous, on le regarde comme ça, donc en fait, on le coupe un peu comme un saucisson, vous voyez, au travers, et c'est pour ça qu'il lui donne cet aspect un peu découpé, mais vous voyez quoi. Et là, on le voit toujours, hein, même chez des gens peu écogènes, avec cette technique-là. Et donc, on peut s'assurer qu'il est au bon endroit. Tu es en train de nous redire, Laurent, que effectivement, l'échographie est encore une fois un outil qu'on utilise en dynamique, hein, et que donc, il faut pas hésiter. D'ailleurs, Nathalie nous l'a fait au départ, hein, elle a regardé, elle a fait une translation, hein, de la partie proximale vers la partie plus distale du bras, donc, pour suivre les nerfs. Et on le voit de temps en temps, on peut avoir par exemple des difficultés également à voir le médian, ça peut arriver. Et on peut à ce moment-là le suivre, et on voit un paquet vasculo-nerveux, puisque le médian est toujours accompagné de l'artère, et on voit le paquet vasculo-nerveux qui part en distalité, et on peut voir le médian à ce moment-là en faisant de l'anisotropie, comme tu l'as dit, un peu mieux que de temps en temps au niveau de la racine du membre supérieur. Donc c'est des choses qui sont importantes. Après, ce matin, on n'a pas trop eu de variation anatomique, Laurent, mais c'est vrai qu'on a de temps en temps des nerfs qui sont intramusculaires, par exemple, hein, et qui peuvent, une qui est rigolote. avec des trajets étonnants. Alors, tu vas nous montrer un trajet ou une... Alors oui, une petite variation. Voilà. L'écran, s'il vous plaît. Voilà, si on peut remettre en... Voilà, c'est bon. Et qu'est-ce que vous voyez ? 1, 2, et puis on va le deviner, ça doit être plus, je ne suis pas en dynamique, quelque part par là, 3. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Alors ? Hop. Et vous voyez qu'il y en a 2 qui se réunissent. Excellent. Voilà. Qui vont se réunir ici et former le nerf médian. Et je vous avais expliqué, et puis là on repart dans l'autre sens. En fait, le nerf radial, on le voit pas. Le nerf ulnaire, pardon, est quelque part par là. Voilà. Et donc là, vous avez 1, 2, 3. Donc là, c'est le nerf ulnaire. Et en fait, je vous ai montré tout à l'heure l'aspect, en fait, du... on va revenir sur une image d'Anat beaucoup plus... je ne sais pas si je vais la voir quelque part par là. Ce que tu nous montres déjà, c'est qu'effectivement, ils étaient superficiels. Le nerf ulnaire, on l'a bien vu, hein, superficiel, mais il pouvait partir relativement bas et quasiment en postérieur. Tu nous as montré que la partie du médian était séparée et accompagnée de... C'est qu'en fait, quand vous êtes normalement dans la région infraclaviculaire, vous avez les faisceaux. Vous avez 2 faisceaux antérieurs et un faisceau postérieur. Les 2 faisceaux antérieurs, c'est eux qui font la flexion-pronation. C'est le nerf ulnaire, le nerf médian et le nerf musculocutané. Et un faisceau postérieur, c'est le radial. Et les 2 faisceaux antérieurs se rejoignent
pour former le nerf médian. Mais là, cette jonction, au lieu de se faire en infraclaviculaire, elle se fait dans le creux axillaire. Voilà, et donc ce qui explique cette image où on n'a pas deux nerfs médians. Simplement, au lieu de se réunir, alors j'avais une petite image d'Anat qui était, où c'était là, sélection film. Alors, c'est tac. Alors, il était où celui-là? C'est brachial, si tu vois brachial quelque part. C'est brachial, ouais. C'est bon? C'est super. Bon, Si, en attendant que... Ah, voilà, en Voilà. attendant que Vas-y, Laurent continue. trouve son petit film sur la vision brachiale. Donc simplement pour vous dire qu'encore une fois, la vie du bloc étant ce qu'elle est, on prend les patients au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc pendant que nous on faisait des patients ici dans les salles, que vous avez pu bénéficier donc de la vision et du film sur les techniques, il y a d'autres patients qui se faisaient en même temps évidemment avec d'autres techniques, mais on peut pas tout faire. Et donc là, on va avoir dans quelques minutes alors un patient qui arrive, qui est en train de rentrer en salle, qui est un patient d'une 60aine d'années, qui visiblement a eu une prothèse de hanche qui s'est passée moyennement bien, d'après ce que j'ai cru comprendre dans les suites, avec une infection, mise en place d'un spacer, puis le spacer s'est infecté également avec une fistule. Et donc ça, c'est typiquement les patients qu'on récupère. Alors, ce n'était pas un patient de chez nous, mais on le récupère, c'est normal, hein, c'est le boulot du centre hospitalier universitaire de récupérer ces patients. Donc là, on est face à quoi? On est face à un patient qui a donc un sepsis de hanche, avec une fistule, qu'on doit évidemment nettoyer de façon importante, remettre un spacer et puis évacuer évidemment l'abcès qu'il y a au contact de cette atteinte de hanche. Donc, Olivier Choquet est en train de le préparer. Et donc, ce patient, étant donné qu'il arrive dans le cadre d'un sepsis, donc on va lui faire donc une écho entrale, une écho vésicale pour voir où il en est sur le plan de sa vessie, et ensuite une écho cardio de débrouillage pour voir un petit peu la fonction VG de ce patient, la volémie, voir un petit peu ce que l'anesthésiste réanimateur du bloc opératoire est censé faire lorsque ce type de patient arrive pour évaluer la fonction diastolique et systolique du VG, et éventuellement l'atteinte droite si tant est que ce patient en est une. Et enfin, il va falloir quand même lui faire une anesthésie et une analgésie. Donc il aura un bloc lombaire, fait par Olivier, un bloc du plexus lombaire par voie postérieure. Alors je ne sais pas si le fera en Shamrock ou en sagittal, probablement en paramédian, probablement en Shamrock connaissant Olivier. Et donc voilà ce qu'on va avoir dans un petit moment. Donc tu nous as retrouvé ce que tu voulais nous montrer. Enfin, ouais. Si on peut basculer sur la tablette. Donc vous voyez, on est au niveau des faisceaux. Voilà, on peut garder l'insert, j'ai juste décalé mon film. Voilà. Et vous avez donc ici, vous voyez, le faisceau latéral, le faisceau médial avec l'ulnaire qui naît ici. Vous voyez, la jonction des deux faisceaux, voilà, va donner le nerf médian qui est ici. Vous voyez que cette jonction, au lieu de se faire, on est en fait sous la clavicule, hein, la clavicule est juste au-dessus là, et ben elle se fait plus bas au niveau du creux axillaire. Voilà. Donc c'est comme on a au membre inférieur, on a deux plexus, tandis qu'au membre sup, il y en a un, donc il faut qu'il réponde à un double besoin, je dirais. Puisque bon, en bas, vous avez le fémoral qui va faire fléchir la jambe, l'autre étendre. Là, il faut quelque chose qui fait flexion, pronation, et l'autre, extension, supination. Et puis, il y a l'innervation cutanée. Alors, l'innervation cutanée, vous la connaissez, quand on fait le plexus brachial, c'est 5, C6, qu'on retrouve ici, c'est 5, C6, C7, C8, D1. Ça, c'est au niveau des troncs. Et dès qu'on passe la clavicule, apparaissent les faisceaux, parce que là va apparaître la différenciation musculaire, qui correspond à deux physiologies, enfin, deux objectifs différents.
la flexion et l'extension. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'anastomose. Il peut y avoir des anastomoses entre l'ulnaire et le médian, mais il n'y en aura jamais entre le médian et le radial. Évidemment, ça devient très compliqué. Bien sûr, et la sophistication, comme tu le dis, ça se complexifie un peu parce qu'il y a la sophistication qui est liée en fait aussi à l'utilisation que l'homme a fait de sa main, etc. Et on sait très bien que quand on fait, par exemple, des échographies ou des préparations anatomiques de primates, eh bien, on n'a pas tout à fait la même vision des choses. Alors, je ne parle pas des nerfs qui, eux, sont différents. Ils sont beaucoup plus monofasciculaires. Ils ont une vision... voilà, certains sont relativement plats. Mais nous, la plurifascicularité, le fait qu'il y ait des zones sensitives et motrices qui soient beaucoup plus utilisées que la majorité du reste du monde animal, avec évidemment cette complexité de la main qui est presque un deuxième cerveau, et qui utilise de façon extrêmement fine. Et donc, comme tu nous l'as dit, cette complexité fait aussi que on a besoin d'avoir cette sophistication dans la vision anatomique au niveau du membre supérieur. Et d'ailleurs, il y a une certaine sophistication aussi au niveau du membre inférieur, même si on a moins de puissance au niveau de nos membres inférieurs que peuvent l'avoir évidemment les autres animaux. Mais on a une certaine sophistication. Alors, d'ici à dire que, par exemple, les footballeurs professionnels n'ont pas les mêmes nerfs que nous, j'irai pas jusque-là. Mais enfin, globalement, peut-être qu'il y a quelque chose qui est quand même, physiologiquement, qui a un tantinet différent. Alors, j'ai une autre petite, variation anatomique. Pour l'instant, on n'est pas venu me mettre le pouce en l'air encore pour me dire que c'était bon. Donc, regardez, qui est beaucoup plus fréquente que la précédente. Vous voyez, donc, où vous regardez ici, elles sont accolées. Et on va descendre, et là, elles se séparent. C'est-à-dire, on n'a pas de nerf musculo-cutané. Vous voyez, le nerf musculo-cutané est accolé, et au lieu de partir pareil dans la région, vous voyez, qui part ici, on va arrêter. Vous voyez, initialement, ils étaient accolés. Et ça, c'est quelque chose d'assez elle est 10%, quand vous regardez bien. Vous voyez, alors qu'ils sont partis, ils étaient accolés, et progressivement. Voilà, alors c'est un intérêt un peu anecdotique, mais du coup, ça ne sert à rien de s'échiner à chercher un musculo-cutané. C'est anecdotique, mais tu ne vas pas chercher 10 minutes le musculo-cutané. Et ça m'est arrivé, c'est rare, mais ça m'est arrivé de ne pas du tout avoir de musculo-cutané. Et en faisant le médian, je vais... voilà, et ça marche. Et ne se cassez pas la tête, c'est qu'en fait, c'est le nerf médian. J'avais vu une belle image de dissection. On voyait une branche du nerf médian au jonction tiers moyen, tiers distal, qui passait à 90 degrés et allait innerver le biceps. Voilà, gros, Mais là, sur la patiente qu'on avait, elle avait un nerf musculo qui était très proche du nerf médian aussi. Là, tout à fait. Par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre qu'on voyait tout à l'heure, où il était quand même très à distance, où on aurait pu peut-être des fois avoir besoin d'une deuxième ponction. Mais là, effectivement, ils étaient quand même très proches. Donc, Et d'ailleurs, je crois que il me semble que c'est l'équipe de Quincy, là, Luc Mercadal et Sébastien Bloch qui avait regardé et qui avait fait une petite évaluation. Et quand ils sont proches comme ça, en fait, ça ne sert à rien d'aller bloquer le musculo-ocute. Par diffusion, par diffusion, ça va se prendre. La fois d'avant, où il était beaucoup sur le patient d'Olivier, là c'était loin. Et là, effectivement, là, il fallait faire le musculo-ocute. Mais bon, je t'accorde que je suis comme toi, je ne vais pas tenter le coup. Non, je le fais, je vois quand le musculo, même. Je le bloque. Mais même des fois, quand on fait le nerf ulnaire, moi, je ne vais pas forcément chercher le radial. Là, je l'ai fait parce que le radial, c'est peut-être des fois le plus difficile à trouver quand on débute. Mais sur un doigt ressaut, le nerf radial, on n'en a pas besoin. Donc, souvent, je ne le fais pas. Mais malgré tout, avec la diffusion, quand on est sur la face profonde du nerf ulnaire, le nerf radial se prend quand même aussi. Donc,